Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Poursuite de notre promotion de 10 $ de rabais avec l'AVEC et nouveau concours avec macapuche.com. Ford a un très difficile troisième trimestre. Exo électrifie son garage de Sorel-Tracy. Volvo et Polestar ont accès au superchargeur Tesla et la police de Montréal utilise des petites voitures électriques. BYD suspend ses plans de s'installer au Canada. Par où commencer? On fait un retour sur les voitures électriques au froid et les visiteurs dans les salons de l'auto. Rouler vert, accès au superchargeur Tesla. On fait le tour de la situation et en grande entrevue, la ID4. Je sais pas c'est quoi leur secret à Volkswagen. Ce véhicule est mais d'un silence absolu. Je parle de véhicule électrique, là je compare pas avec un véhicule thermique, mais il est plus silencieux que ma Tesla. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 185 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes, mon Dieu, pas trop négatif face au temps froid et à l'hiver qui s'en vient. On a tellement eu un automne qui s'est étiré avec des périodes de temps doux. On n'a pas trop à se plaindre. Reste à voir si on va payer pour plus tard. Souvent, il y en a qui disent ça. Hein? Ça a été trop beau au début. Là, on va sûrement payer pour par la suite. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même eu une période prolongée de beau temps. Puis il faut savoir en être reconnaissant, je pense. Écoutez, on a pour vous aujourd'hui un épisode tout à fait extraordinaire, je pense. Tout d'abord, je ne peux pas passer sous silence la grande entrevue aujourd'hui avec Laurent Gigon qui a roulé pendant une semaine ou à peu près là, avec un ID Buzz. Donc, je sais que c'est un modèle de véhicule qui, mon Dieu, suscite beaucoup d'appréhension, je devrais dire. On se demande si ça va être accessible, à quel prix, puis tout ça. Puis en même temps, ça fait rêver. C'est comme une version moderne, ou en tout cas plus futuriste, disons-le comme ça, du célèbre Westphalia. Quoi qu'il en soit, ça reste que c'est pas un camper, là, c'est vraiment un véhicule, donc une camionnette, mais avec un look tout à fait extraordinaire. Et puis, Laurent va vous parler de l'agrément qu'il a eu à conduire ce véhicule-là dans quelques instants. On a également nos chroniqueurs aujourd'hui, Sébastien Côté, qui a sa chronique pour les débutants. On a Stéphane Levert également, qui a une belle chronique. Et je dois vous dire que nous avons deux promotions qui roulent actuellement. Donc, on a la promotion du rabais de 10 $ sur un membership or ou platine de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est le temps de devenir membre, supporter l'association qui a tellement fait et qui continue de tellement faire pour la promotion, la défense des électromobilistes, l'information impartiale, juste. Donc, c'est très important. Et en plus, si vous voulez bénéficier de tous les avantages d'être membre, donc des rabais qui sont donnés, tout ça, il faut être membre hors minimalement. Donc, 10 $ de rabais si vous faites votre inscription. Il y a une petite case qui s'appelle code promo quand vous allez vous inscrire sur le site de l'AVEC, aveq.ca. Et comme code promo, vous rentrez en majuscule silence 24. Silence 24 et vous allez avoir instantanément 10 $ de rabais sur votre membership, qu'il soit or ou platine. Une autre promotion qui débute maintenant, c'est avec macapuche.com. Macapuche qui fait des protèges ports de recharge. Donc, ça permet là, de s'assurer que lorsqu'il y a de la neige, du verglas, tout ça, que ça entre pas dans le port de recharge et qu'on ait de la difficulté par la suite, soit à fermer la porte ou à réouvrir la porte. Plusieurs modèles de véhicules dernièrement, là, où sont des designs de portes qui sont un peu, je dirais, à risque, prenez aucune chance et les excellents produits de macapuche.com sont des produits là, qui n'abîment pas le véhicule, qui sont faits pour être installés et ne pas affecter la peinture. Il n'y a aucun aimant, ça s'attache avec des velcro, des boucles de velcro. Super facile. Et là, on a une promotion très intéressante. Laissez-moi vous parler de ça. Sur notre page Facebook, donc vous allez sur Facebook, là, puis vous faites une recherche à Silence on roule le podcast, vous allez nous trouver.
Eh bien, il y a une photo qui a été publiée, une petite image qui a été publiée. Et on vous demande d'être créatif, d'être humoriste et de nous dire, il y a un personnage là, qui a une bulle au-dessus de sa tête, là, et on veut que vous imaginiez ce qui est en train de se dire. Allez voir ça, puis écrivez dans les commentaires sur la photo ce que le personnage peut bien être en train de se dire et invitez vos amis à venir faire des likes là, sur votre publication parce que la publication qui aura obtenu le plus de likes, en fait, les deux publications qui auront obtenu la première place, les deux premières places avec le plus de likes, vont se mériter gratuitement, livré à la maison, un protège port de recharge adapté à votre modèle de véhicule. Donc, c'est une super belle promotion. Et puis ça, c'est en vigueur là, à partir de maintenant. Et le tirage va se faire le 13 décembre à 19h. Donc, de maintenant au 13 novembre, 17h, 19h, pardon, 13 décembre, 19h. Donc, vous allez sur la page Facebook de Silence on roule. Il y a une photo avec un port de recharge enneigé puis un personnage qui se pose des questions. Vous allez là, vous allez nous dire ce que le personnage peut bien être en train de se dire dans sa tête. Soyez créatifs, soyez humoristes et puis n'oubliez pas de demander aux gens que vous connaissez de venir faire un j'aime, là, un like sur votre publication. Pas la mienne, évidemment, la vôtre, votre commentaire, parce que le commentaire qui aura le plus de likes va se mériter son protège port de recharge tout à fait gratuitement. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Ford a récemment publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'année en cours et la situation du constructeur américain continue de se détériorer. Depuis le début de l'année, la division électrique de Ford appelée Model E connaît une tendance financière négative et au cours des 2 premiers trimestres de 2024, cette division a enregistré des pertes de 2,46 milliards de dollars. La tendance n'a pas été inversée dans les derniers mois avec des pertes supplémentaires de 1,2 milliard de dollars, portant ainsi la perte de la division Model E à 3,66 milliards de dollars pour l'année 2024. Si ce rythme se maintient, la marque pourrait accumuler près de 5 milliards de dollars de pertes d'ici la fin de l'année. Exo annonce le début des travaux de l'électrification partielle de son garage situé à Sorel-Tracy. Le garage doit être adapté en prévision de l'arrivée des premiers autobus électriques en 2025 et en 2026. Il servira également pour la formation des équipes internes et celle des transporteurs dans le cadre de la stratégie d'électrification d'Exo qui s'échelonnera sur plusieurs années. Le programme Exobus est divisé en 4 phases et s'étend sur une période de 20 ans. L'électrification du garage de Sorel fait partie de la phase 1 du programme et constitue une des premières étapes vers la transition en électrification. Conformément au contrat octroyé à Novabus en mai 2023 pour l'acquisition de 90 autobus de type urbain, un prototype est attendu, au printemps 2025 et sera suivi de la livraison de 9 autres véhicules à partir de l'hiver 2026, soit avant la construction des 2 premiers garages qui seront situés dans le secteur de la Presqu'île et Sainte-Julie. Volvo et Polestar rejoignent le réseau de recharge Tesla. Comme de nombreuses autres marques, Volvo a décidé de se connecter au réseau de recharge de Tesla et désormais, les conducteurs des véhicules électriques Volvo peuvent utiliser les quelques 17 800 superchargeurs du constructeur californien disponibles en Amérique du Nord.
Les bornes de recharge de type NACS pour les propriétaires de VE Volvo pourront profiter des nouvelles bornes de recharge équipées du connecteur NACS. Les propriétaires de véhicules électriques de Volvo devront d'abord se procurer un adaptateur. Volvo Cars Canada a annoncé aujourd'hui que les adaptateurs sont désormais disponibles et les commandes auprès des concessionnaires autorisés sont ouvertes. Proposés au prix de 210 $, les adapteurs seront livrés aux concessionnaires en premier lieu pour les modèles C40 et XC40 Recharge à partir du 18 novembre. VCC a précisé que la disponibilité des adaptateurs pour la modèle EX30 sera communiquée ultérieurement sans fournir de détails supplémentaires. Pour les modèles EX90, EX40, EC40 de l'année 2025, un adaptateur sera inclus de série. Il convient de noter que ces adaptateurs ne sont pas compatibles avec les Volvo dotés d'une motorisation hybride rechargeable. Les voiturettes électriques du service de police de la Ville de Montréal, dont l'apparence rappelle curieusement les célèbres petites voitures Little Tickles de notre enfance, suscitent de vives réactions sur les réseaux sociaux. Mais à quoi servent ces petits véhicules? Il y a quelques jours, la publication d'une photo de l'une de ces voiturettes aux couleurs du SPVM par une page de mime a déclenché une vague de commentaires sur Facebook. On dirait la petite voiture de police dans Zootopia. Se sont amusés certains internautes. Imaginez arriver sur une scène de crime avec ça, c'est difficile d'inspirer l'autorité à commenter une autre personne sur cette page, tandis qu'un troisième y voyait un moyen de distribuer des contraventions sur les pistes cyclables qui sont limitées en vitesse puisque c'est un véhicule qui roule en bas de 40 km/h. Il est certain que les voiturettes détonnent parmi la flotte classique de véhicules de police. Le SPVM, qui possède 2 de ces modèles E2 du constructeur Global Electric Motor Cars, acquise en 2011, mesure 262 cm de longueur par 186 cm de hauteur et 141 cm de largeur. Elles peuvent transporter 2 personnes et roulent, comme on a dit, au maximum 40 km/h. Elles sont principalement utilisées pour la patrouille dans les parcs lors d'événements communautaires ou les fêtes de quartier. Elles peuvent également être présentées lors de salons comme celui de l'auto. Parfois, elles servent aussi aux policiers pour des déplacements dans leur secteur, mais en dehors des patrouilles régulières. Ces véhicules remplacent 2 voiturettes bombardiers désormais obsolètes en service depuis 1998 pour patrouiller notamment au Jardin botanique, au Parc Maisonneuve et au Parc Jean-Drapeau. Alors que la Mauricie et le centre du Québec poursuivent le développement de la vallée de la transition énergétique, les acteurs de la décarbonation sont en attente des résultats de l'élection présidentielle américaine. Daniel Breton, président et directeur général de Mobilité électrique Canada, exprime ses préoccupations face à l'incertitude actuelle. Sous l'administration Biden, plusieurs mesures incitatives ont favorisé la transition énergétique, telles que la loi sur la réduction de l'inflation, les rabais pour l'achat de véhicules électriques et les programmes de déploiement d'infrastructures de recharge. Toujours selon M. Breton, une administration Trump sera moins claire sur ces points. Trump a souvent évoqué l'imposition de tarifs sur les produits non américains qui pourraient inclure les véhicules fabriqués au Canada, et cela inquiète l'industrie automobile ainsi que les fabricants de camions et d'autobus canadiens. C'était à prévoir, le constructeur chinois BYD Auto a décidé de suspendre ses plans d'entrée sur le marché canadien de véhicules électriques en réponse au tarif douanier fédéral de 100% appliqué aux importations de véhicules électriques en provenance de la Chine. Durant l'été, BYD avait multiplié les rencontres avec des concessionnaires canadiens pour envisager un réseau de distribution et engager des lobbyistes pour travailler avec le gouvernement fédéral ontarien. Le 26 août dernier, le Canada a adopté des tarifs douaniers similaires à ceux des États-Unis, imposant une taxe lourde sur les véhicules chinois. Depuis cette décision, BYD a interrompu ses dialogues avec les autorités canadiennes, mettant ainsi en veille son projet de commercialisation de véhicules électriques au Canada. Les négociations avec les partenaires potentiels en distribution sont maintenant en pause, selon une source d'industrie bien positionnée, et aucune décision définitive n'a toutefois encore été prise pour l'avenir de BYD au Canada. Lorsque vous rechargez votre véhicule, protégez votre prise contre les intempéries, la pluie et la neige. C'est imperméable, très résistant, facile à installer et à enlever. N'endommage pas votre véhicule car c'est un système sans aimant, même avec antivol pour certains modèles. Cette housse protectrice de port de recharge est disponible en plusieurs couleurs: noir, rouge, bleu, blanc, gris. 514-512-4652. Macapuche.com. La chronique « Par où commencer ?» est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec.
Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca. Par où commencer? Avec Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Bonjour Martin. Écoute, on est en pleine saison des salons, donc tu dois être fatigué. Oui, je ne les ai pas toutes faites, c'est pour ça. Il y a une raison. Il faut se garder en forme, hein. Faut se contrôler. Les bénévoles de l'AVEC sont souvent très motivés, participent à beaucoup de salons. Puis à un moment donné, c'est rendu qu'il y en a aux quatre coins de la province. Exact. On finit par avoir de la broue dans le toupette. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet de parler avec des gens, de rencontrer, puis de voir un peu les tendances. Tu vas nous parler de deux sujets aujourd'hui. Donc, on va commencer par un premier sujet, puis après ça, on va retomber dans des trucs des conclusions que tu as tirées dans les salons. Mais pour la première, le temps frais qui s'en revient, qui est à nos portes, même si on a eu peut-être l'automne le plus doux, en tout cas qui m'a été donné de voir, et ça depuis longtemps. On sort à peine de l'Halloween au moment où on enregistre cette chronique-là, puis les enfants ont quasiment passé ça en T-shirt hier, là. Mais ça reste que le temps froid, on sait qu'il frappe à nos portes, puis il va y avoir des conséquences, puis beaucoup de nouveaux utilisateurs sont un peu surpris de voir, même si on en a parlé maintes et maintes fois, de voir l'impact du froid sur les véhicules électriques. Oui, effectivement. Là, on arrive dans les périodes où sur les forums de discussion, tout de suite, on voit les gens, c'est leur premier hiver ou premier temps froid qu'ils vont rencontrer avec leur véhicule. Ils n'ont jamais connu ça avant. Donc, ils vont tout de suite avoir l'effet du GOM, notre gasometer, l'estimateur d'autonomie qui est indiqué au tableau de bord, qui va déjà indiquer des valeurs plus faibles que des chiffres d'été. C'est comme les feuilles à l'automne, l'autonomie tombe aussi, hein? Oui. Puis la première chose que les gens vont se dire, c'est « Attends, je suis parti du concessionnaire cet été, j'avais tant, là j'en ai moins, mais c'est normal. » C'est ça qu'on va dire aujourd'hui. Il faut bien comprendre que je te disais tantôt, comme à l'automne, les feuilles tombent, mais au printemps, les bourgeons repoussent. Cette autonomie-là va revenir. En fait, la voiture n'a pas perdu de capacité, donc la batterie a toujours la même. On peut toujours stocker la même quantité d'énergie dans notre batterie. C'est plutôt que pour être capable de fonctionner, elle va consommer plus d'énergie, donc on va faire moins loin avec la même quantité d'énergie. Donc, c'est vraiment lié à un mélange de, 1, l'activité chimique de la batterie qui est légèrement ralentie par le froid, 2, une augmentation de sollicitation de trucs électriques dans le véhicule, le chauffage du véhicule, le préchauffage ou le conditionnement de la batterie, c'est tous des éléments. Puis même, on en parle souvent quand on donne des conférences, le fait qu'il fasse froid l'hiver, l'air est beaucoup plus dense. Donc, juste faire avancer le véhicule, c'est plus forçant. Il y a souvent de la neige aussi l'hiver, de la gadoue. Donc, on multiplie le nombre de facteurs qui vont avoir un impact sur notre autonomie. Donc, les gens sont souvent surpris. N'aurait-il pas dû être informé de ça avant d'acheter le véhicule? C'est surprenant de voir qu'ils sont surpris, en fait. Oui, effectivement. C'est pas la première chose qu'on va mentionner peut-être quand on va livrer le véhicule, dépendant évidemment de l'ouverture que vous allez avoir avec votre concessionnaire. Mais c'est le genre de choses, justement, c'est qu'on veut peut-être des fois pas nécessairement mettre de la poudre aux yeux, mais on va juste donner le chiffre de l'EPA, puis on va en rester là. On ne donnera pas quelles conditions peuvent avoir un effet. Puis là, tu en as parlé des effets qui peuvent arriver, mais les gens, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que le 400 km de la valeur EPA là, sur l'auto va vous donner peut-être pas un vrai 400 km dans la vraie vie. Puis d'autant plus quand le début de l'automne va arriver, on va descendre à 375. Rendu dans l'hiver, on va être à 300, peut-être 280. Dites-vous, visitez pas votre concessionnaire. C'est quelque chose qui est un phénomène normal sur votre véhicule. Puis c'est seulement après quelques jours, quelques semaines d'expérience là, en temps plus frais là, que vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe, puis vous allez gagner confiance avec ce que votre véhicule va donner comme rendement. Puis si on a une semaine ou deux de redoux dans l'hiver où il fait plus doux, vous allez voir l'autonomie remonter pendant cette période-là. On voit que c'est vraiment un lien de cause à effet qui est très, très, très direct. Tu as donné des ordres de grandeur, Sébastien. Là, tu parlais d'une voiture qui avait un 400 km EPA. Je rappelle à nos auditeurs que l'EPA encadre les conditions dans lesquelles on teste les véhicules pour en déterminer l'autonomie. Donc, quand l'EPA vous dit cette voiture-là, 400 km selon notre cycle EPA, c'est 400 km
si et seulement si on utilise le véhicule dans les mêmes conditions dans lesquelles le test a été fait, donc même température, même ratio de ville, d'autoroute, de vitesse, on monte sur une côte, on descend sur une côte, vent de face, vent d'eau. Donc, c'est une condition qui est à peu près impossible à répliquer dans la vraie vie, ou en tout cas à peu près jamais, ce qui fait que vous allez toujours être dans les bonnes journées en été, mieux que ce que le PA dit. Puis dans les journées plus fraîches ou plus venteuses, bien, vous allez faire moins que le PA. Mais cette valeur-là, c'est pas une valeur absolue que vous allez charger votre auto puis vous arrivez à cette valeur-là toutes les fois, là. Exact. C'est quelque chose qui varie constamment. L'algorithme calcule tout ça, tout plein de facteurs. Puis on l'a déjà expliqué dans d'autres chroniques. Mais dites-vous que là, ça va toujours varier. La seule valeur qui ne variera pas, qu'on peut se fier, c'est vraiment notre pourcentage. Ça va être là qu'on va voir notre ratio. Si j'ai consommé 50 %, j'ai vraiment un 50 % qui est parti de ma batterie. Oui. C'est un rappel, ça que tu fais là, Sébastien, parce qu'on a déjà parlé de ces sujets-là plus en détail. Oui. Écoutez les chroniques de Sébastien, soit dans l'épisode 141, 143, on a également eu un rappel à l'épisode 161 où on en a parlé. Donc, allez réécouter les chroniques par où commencer dans ces épisodes-là, puis vous allez avoir vraiment là, des détails un peu plus poussés là-dessus, mais c'était un rappel important à faire. Tu voulais également, et on en a parlé en entrée de jeu, Sébastien, parler d'observation que tu fais. Tu es dans la saison des salons, tu rencontres beaucoup de gens qui viennent essayer des voitures. Quelle observation as-tu fait? Bien, en fait, c'est sûr que dans un salon comme ça, là, c'est vraiment la meilleure place pour mesurer l'intérêt des gens, puis aussi comprendre où la population est rendue par rapport au choix d'un véhicule électrique. Je vais vraiment focusser là-dessus parce que l'intérêt, c'est sûr que c'est là. C'est clair, les gens le sont intéressés. Le bonheur qu'on peut voir dans le visage des gens après l'essai, c'est vraiment fou. Ils discutent aussi parfois après les essais ou entre les essais de leur expérience. Donc, je vais vraiment plus rapidement vous parler là, comme le choix du véhicule qui sont à essayer, le premier à essayer. Des fois, ils en ont un à tête, des fois, ils n'en ont pas. Puis après ça, quel autre qu'ils vont essayer dans la journée. Donc, c'est ce qui arrive dans un salon. Vous avez, en général, les gens vont le savoir, mais on rentre dans un salon. Moi, j'ai déjà été très fervent de tous les salons. J'en ai jamais manqué une année dans plus ma jeunesse. Mais on tripe, on rêve, on voit des choses. Mais il faut peut-être faire attention puis se refocuser sur certaines choses, que c'est pas juste le type du véhicule, le look puis l'émotion. Il faut vraiment aller se poser d'autres questions par rapport à ce qu'on a déjà parlé aussi dans le passé. La disponibilité a déjà été un grand problème. Donc, les gens allaient essayer des véhicules qui n'étaient pas capables d'essayer ailleurs. Quand ils allaient chez les concessionnaires, il n'y en avait pas ou il y en avait peu. Puis là, maintenant, c'est un peu moins un problème. Donc, est-ce que le fait qu'il y ait une plus grande disponibilité, ça change un peu la façon dont les gens entrevoient leurs essais routiers? Oui, parce qu'on va rentrer quelqu'un qui a toujours rêvé d'avoir une marque allemande, mais maintenant, il y en a du choix dans les véhicules électriques allemands. Il y a quelqu'un qui aimait juste les américaines, les japonaises, donc on en a un peu dans tout. Donc là, même des gens aussi qui étaient fidèles à une marque vont rester peut-être fidèles à une marque. Dans le temps, on n'avait pas ces marques-là encore. Maintenant, on les a. Donc, c'est pour ça que c'est facile d'être embrouillé peut-être lors de la visite d'un salon parce qu'on se fait dire des choses, on voit des choses, ça nous ouvre les yeux, mais sauf qu'il faut quand même aller se reposer les questions, comme on avait déjà dit lors de ma toute première chronique que j'avais fait avec toi. L'épisode 134. Oui, exact. C'était vraiment de vérifier au niveau, c'est quoi vraiment vos besoins en autonomie. Puis de déterminer aussi que ce besoin-là, il se mesure avec des déplacements quotidiens, occasionnels, exceptionnels. Puis aussi, la recharge rapide, les performances de ça pourraient être aussi un facteur dépendant de votre utilisation. Donc, essayez toujours de revenir à la base de ça avant de tomber en émotion ou en amour avec un type de véhicule. Tu as bien raison. Puis moi, je dirais en conclusion, Sébastien, avant, c'est quand on n'est pas sûr de la marque et du modèle qu'on va prendre, d'aller voir l'Association des véhicules électriques, que ce soit dans les salons ou autrement, leur écrire par Internet pour avoir plus d'informations, c'est que il y a des questions à se poser en amont pour se diriger vers le bon modèle, la bonne marque. Puis évidemment, l'AVEC ne vend pas de véhicule, donc aucun parti pris pourra vous envoyer, que ce soit dans une compagnie allemande, une compagnie coréenne, une compagnie japonaise ou une compagnie vietnamienne ou américaine. Bien, ils vont vous diriger vers des bons modèles en fonction de ce qu'ils vont comprendre de vos besoins puis de ce que vous exprimez comme désir en termes de véhicule. Puis une fois que vous serez un peu plus cerné, là, vous pourrez aller voir le concessionnaire puis essayer le véhicule puis poser des questions propres à ce véhicule-là, mais
c'est certain qu'une fois rentré dans un concessionnaire X, puis que vous demandez à regarder le véhicule Y, ben ça va être bien dur pour le vendeur de vous écouter puis de vous pitcher chez son concurrent parce que là, lui, vous êtes assis dans l'auto puis il veut vous vendre une auto. L'AVEC est vraiment une belle façon de faire une première présélection. Puis après ça, il sera toujours le temps d'aller voir les véhicules, les essayer. Puis si vous n'êtes pas sûr de certains trucs qui vous ont été dit, ben vous reviendrez voir l'AVEC qui vont vous donner leur juste. Mais je pense que c'est vraiment une saine habitude à prendre. Vous êtes parlables, les gens de l'AVEC, n'est-ce pas? Oui, parlable. Puis le feedback qu'on reçoit est vraiment hyper élogieux. Dès que les gens commencent à nous parler, les commentaires sont excellents. Les gens sont surpris de ce qu'on fait même. Sébastien, justement, si les gens veulent te poser des questions, t'écrire, à quelle adresse on fait ça? À sébastien.côté@silenceonroule.com. Je te souhaite une bonne semaine. On se revoit une bonne semaine, un bon mois, puis on se revoit le mois prochain. Exact. Merci. Bye. Bye. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydro-Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro-Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Pour une fois qu'un véhicule électrique porte bien son nom, le ID Buzz, et ma foi, par les temps qui courent, c'est le buzz de l'heure chez Volkswagen. Et j'ai avec moi notre chroniqueur Laurent Gigon. Bonjour Laurent. Salut Martin. Laurent, tu as eu la chance, l'honneur de conduire un ID Buzz. En effet, et ça ne se refuse pas. Non, ça ne se refuse pas, certain. Puis ça commence, là, les véhicules de flotte en Amérique là, commencent à arriver, les chroniqueurs, les journalistes commencent à en parler, qui en ont fait des essais. Toi, tu ne l'as pas essayé juste quelques minutes, tu l'as eu quand même... Je l'ai eu presque une semaine. Une semaine? Oui, presque une semaine. Et je dois t'avouer que... Je l'avais déjà vu en circulation au mois de juillet l'année dernière à Athènes. Et c'était un show, là. Tout le monde était autour, regardait le véhicule, parce que c'est un véhicule qui dénote vraiment au niveau du design. Il est, je dirais, ludique à regarder. On dirait qu'il est issu d'un cartoon. Là, oui, ça a l'air d'un jouet. Exactement. D'un format géant, d'un jouet, d'une voiture pour jouer avec soit des Barbie ou des G.I. Joe. Là. Exactement. Donc, on le remarque. Et bien qu'il soit sorti en Europe depuis donc 1 an maintenant, il n'y en a pas beaucoup sur les routes. Et donc, les gens le remarquent. Mes amis ont voulu le voir, l'essayer. Donc, c'était une belle expérience. Est-ce que c'était ton choix? Donc, tu allais résolument te louer un ID Buzz ou tu es allé pour te louer une voiture électrique et ça a donné que celle-là était disponible? J'allais pour me louer une voiture électrique et j'avais pris la plus petite voiture du marché. Et quand le gars m'a vu arriver, il m'a dit non. Une Peugeot? Non, c'est une Fiat 500. Une Fiat 500, OK. Qui a un véhicule ludique aussi. Et le gars a quasiment refusé de me la louer. Il dit non, je vous donne le choix entre plusieurs véhicules, dont le ID Buzz. Et quand il a dit ID Buzz, je fais that's it, je veux celui-là, là. N'allez pas plus loin. Bon, ben écoute, Laurent. Donc, je comprends que tu as loué cette voiture-là dans le cadre d'un voyage en Europe. Donc, oui. Tu avais une version européenne du véhicule. J'avais la version européenne. Je ne savais pas qu'il y avait une version particulièrement européenne. Donc, j'étais un petit peu naïf et j'ai embarqué dans ce véhicule-là en ne connaissant à peu près rien parce que le locateur de voiture était incapable de me donner absolument rien comme renseignement. Ah, ben c'est comme ici. Mais au moins, ils avaient de l'inventaire disponible. Tu vois, c'était cool. Ouais, c'est déjà bon. Je soupçonne que quand ils proposent, en général, les gens hésitent. Okay. Parce que c'est un véhicule électrique, les gens en location ont toujours un petit peu des réserves par rapport à ça. Souvent, c'est parce qu'ils se sont pris par le temps ou alors ils sont en vacances, ils n'ont pas envie de devoir dealer avec différents aspects de la recharge. Tout à fait. Bon, ben écoute, tu as pris possession de ce véhicule-là, puis tu m'as dit presque une semaine à rouler avec. Là, on veut premièrement avoir tes impressions en termes, parle-nous un peu du look extérieur-intérieur, décris-nous le véhicule un peu. Alors, pour commencer, je pense que c'est un véhicule qui se rapproche le plus d'un minivan.
minivan, ce qu'on appelle le minivan ici en Amérique du Nord. Honnêtement, un minivan, c'est pas très sexy. J'avoue que je suis pas fan de ce genre de véhicule habituellement. Quand on voit, comme je le dis, quand on voit d'extérieur ce ID Buzz, ça ressemble pas à un minivan traditionnel. C'est vraiment un beau véhicule. Il est vraiment il est cute. Là. C'est vraiment mignon comme véhicule. On embarque dedans, c'est assez haut. Donc, pareil, on est un petit peu dans la même expérience qu'un minivan. Donc, c'est haut comme peut-être plus haut même que la plupart des SUV petit format. À l'intérieur, c'est extrêmement spacieux. Donc, c'est un véhicule qui, effectivement, quand on est en Europe, ça surprend d'autant plus parce que les véhicules sont en moyenne pas mal plus petits qu'ici. Donc, on a un véhicule qui est à un format vraiment nord-américain où on a vraiment 2 belles places avec de l'espace entre les places avant. C'était un 5 places, donc 3 places, une banquette de 3 places en arrière, qui sont quand même des places confortables. On a les 2 portes coulissantes qui sont des portes coulissantes motorisées, donc très pratiques, avec les poignées. L'équipement intérieur est vraiment très satisfaisant. Donc, de prime abord, c'était un véhicule qui m'a vraiment beaucoup plu dès que je l'ai pris en main. Tu as parlé d'un 5 places, Laurent, et quand on regarde ce qui est disponible ici au Québec, là, on parle plutôt de 6 places et 7 places. Donc, cette différence européenne, est-ce que c'est ça? Donc, entre le modèle que toi, tu avais et le modèle ici? Alors, la différence, je pense que c'est la longueur, c'est l'empattement qui est un petit peu plus long dans le modèle nord-américain. On n'aura pas ce véhicule un petit peu plus court, de forme standard, que je trouve dommage d'ailleurs, parce que je trouve que c'est un format qui est vraiment parfait. C'est un petit peu comme le Dodge Caravan puis le Grand Caravan. Oui, c'est la version allongée du même véhicule. Exactement. Et je pense que les dimensions à vue de nez sont à peu près les mêmes, ressemblent beaucoup. Donc, c'est un véhicule qui est extrêmement pratique et donc en version un peu plus longue en Amérique du Nord, sera d'autant plus pratique. Je dois avouer qu'en Europe, comme je le disais tout à l'heure, c'est un véhicule qui est quand même assez grand et j'ai eu quand même le malheur de frotter les roues à plusieurs reprises dans les stationnements souterrains où vraiment c'est large. Hein? C'était vraiment un format nord-américain. Alors, pour ici, ce ne sera pas un enjeu parce qu'on a des infrastructures qui sont conçues pour ce type de largeur de véhicule, mais c'est un véhicule qui est vraiment large, mais qui a, je dirais, à peu près aucun inconvénient des minivans qu'on a d'habitude. Parle-nous donc un peu de l'aspect, parce qu'évidemment, quand c'est sorti ce véhicule-là, on l'a tout de suite associé à une version récente électrique du Westphalia. Oui, en effet. C'est pas un camping-car. Là. Il y a des sièges, c'est vraiment un véhicule. Il n'est pas aménagé pour faire du camping. Là. Il n'est pas aménagé du tout pour faire du camping. C'est vraiment aménagé comme pour être aménagé un minivan. J'ai entendu parler que des entreprises vont se spécialiser dans l'aménagement de ça pour ceux qui veulent faire du camping et s'en servir comme un petit motorisé d'appoint. Donc, je pense que ça sera une bonne chose. C'est très prometteur. D'autant que c'est électrique, donc on connaît les avantages du camping en électrique, à savoir le chauffage, la climatisation, tous les équipements qui sont disponibles pendant des heures. Donc, pour ça, c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce que le tableau de bord ressemble? Est-ce qu'on est dans un look futuriste? On est plutôt dans un look rétro? Quelles sont les technologies que Volkswagen a choisi d'incorporer dans le véhicule? Alors, premièrement, il faut savoir qu'au niveau des technologies, ce qu'on va avoir va être une nouvelle version de logiciel. Donc, ce qu'on va recevoir en Amérique du Nord va être la version, ce qu'ils appellent la première édition. Et parallèlement à ça aussi, en Europe, vont recevoir cette nouvelle version de logiciel. Je dirais qu'au niveau logiciel, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que j'ai vu. Ça ressemble à ce que tous les fabricants automobiles font. C'est-à-dire que vous avez l'affichage en face de vous, donc en face du volant, et vous avez un écran à côté qui est un petit écran avec une interface qui est propre à Volkswagen, mais qui est un petit peu austère, que je n'ai pas vraiment utilisé, à part pour les fonctions de base, mais dès que je partais en navigation, j'utilisais mon CarPlay, c'est ça, et CarPlay en Bluetooth. Donc, ça fonctionne bien, ça fonctionne très bien en Bluetooth. Le seul inconvénient, mais tu le sais, Martin, c'est quand on roule en électrique, on aime ça avoir la planification des recharges dans la navigation, ce qui n'est pas le cas avec ce dispositif-là. Je n'ai pas creusé plus que ça. Peut-être qu'ils le font dans leur système propre de navigation, mais il est un peu rébarbatif. Donc, je l'ai utilisé une fois et puis je suis revenu sur Google Maps avec mon CarPlay. Donc, c'est assez standard. Il n'y a pas de grosses innovations. Il n'y a pas de choses vraiment impressionnantes. C'est très fonctionnel, très de base. Rien de mirobolant. Mais encore une fois, je parle de la version qui est l'ancienne maintenant version, parce que en Amérique du Nord, on va tout de suite profiter de la nouvelle génération. J'ai vu quelques captures d'écran du nouveau tableau de bord et ça semble quand même être assez différent.
Donc, à voir. D'accord. Ben écoute, si on regarde ce qui s'est fait chez Volkswagen dans les dernières années, entre autres dans l'ID4, je pense que l'infodivertissement, la fluidité des menus, c'était pas la grande force de Volkswagen. Heureusement qu'on peut connecter Apple CarPlay ou Android Auto pour retrouver un peu. Mais cela dit, Android Auto, CarPlay, parce que j'ai un iPhone, fonctionne très bien. J'ai eu aucun décrochage de connexion, ce qui m'est arrivé déjà avec des BMW de location où j'avais des décrochages de connexion réguliers. Ce véhicule-là fonctionne, ce qui est en place fonctionne bien. Comme je dis, c'est assez épuré. Il n'y a pas énormément de fioritures, mais ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de bug particulier. Ça reste un véhicule vraiment très agréable au niveau de l'ergonomie. Parle-moi un peu de la conduite, tenue de route, confort. Qu'est-ce que ça a l'air? C'est merveilleux. Ah oui? Je te sens heureux, là. OK. Alors, je ne sais pas c'est quoi leur secret à Volkswagen. Ce véhicule est d'un silence absolu. Et on parle de véhicule électrique. Là, je ne compare pas avec un véhicule thermique, mais il est plus silencieux que ma Tesla. Est-ce que ce sont les pneus? Est-ce que je ne sais pas comment c'est géré, mais à 130 km/h sur l'autoroute, il n'y a presque aucun bruit. On peut chuchoter dans la voiture, alors qu'il est assez frontal, il est assez droit. Il y a beaucoup de prises d'air. Mais on n'entend pas le bruit de l'air ou très peu. Et c'est vraiment un véhicule qui est extrêmement agréable à conduire. Quand je dis extrêmement agréable à conduire, c'est un des véhicules les plus agréables que j'ai eu à conduire. Et encore une fois, je compare entre véhicules électriques. Je mets les véhicules à essence comme, pour moi, c'est des machines agricoles. Donc, je mets ça de côté. Okay, on parle de véhicules électriques. Donc, si on compare en véhicule électrique, c'est un véhicule qui a beaucoup de reprises. J'ai eu la chance de le conduire dans des petites routes de montagne sinueuses. C'est un plaisir total. Parce que, évidemment, bon, vous le savez tous, il n'y a pas de transmission, c'est continu, c'est très réactif, c'est d'un silence total. Vraiment, j'ai adoré ce véhicule. C'est impressionnant parce que tu as comparé, dans les 5 premières minutes de notre discussion, Laurent, tu as comparé ce véhicule-là à un minivan. Et là, tu nous parles de plaisir de conduite. Deux choses qu'on entend rarement dans la même conversation, minivan et plaisir de conduite. C'est justement là que je veux en venir, c'est que oui, c'est un format minivan, mais ça ne ressemble en aucun cas à un minivan à conduire. On a du plaisir à conduire. Évidemment, la tenue de route est fantastique puisque c'est un véhicule électrique avec la batterie sur le plancher et beaucoup de reprises, beaucoup de souplesse, pas de soubresauts, pas d'à-coups, un silence absolu. Et je dois dire vraiment, je suis épaté par la conduite et même la posture de conduite. C'est très bien. Il y a une seule chose qui m'a bogué un petit peu, c'est que les deux accoudoirs, c'est-à-dire l'accoudoir central et l'accoudoir de portière, elles ne sont pas exactement à la même hauteur. Ce qui arrive dans certains véhicules, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui suis croche, mais c'est toujours du même bord. Mais habituellement, ouais, c'est ça. Habituellement, ça me semble la même. C'est un petit peu. Mais en dehors de ce détail-là, honnêtement, c'est un plaisir total à conduire, vraiment. Écoute, c'est vraiment fascinant. C'était en train de me donner le goût d'aller magasiner ce type de véhicule-là. Parlons évidemment, il va y avoir des incontournables. Quand on parle de véhicules électriques, on doit aborder ces sujets-là. L'autonomie. Donc, parlons d'autonomie. Qu'est-ce que ça avait l'air comme autonomie? Ça avait l'air de dégringoler plus que ce que ça prédisait. Donc, encore une fois, j'ai fait beaucoup de routes à 130 km/h. Donc, c'est la vitesse permise en France. Donc, j'étais à 130, 135 km/h. Alors, effectivement, la prédiction était toujours mauvaise. Ce que j'avais au tableau de bord était toujours trop optimiste. Donc, je m'en doutais. Donc, je me suis méfié. Donc, je ne me suis pas fait piéger. Mais il est donné pour 377 km d'autonomie ou quelque chose comme ça, parce que là, on va parler des différences entre le véhicule européen puis celui qu'on va avoir ici. Mais quoi qu'il en soit, les deux véhicules sont à peu près dans le même range. Là, je cherche mon terme français. Ouais. Autonomie, ouais, la même autonomie. Le français cherche les termes français, ça va bien. Moi, j'ai obtenu j'ai peut-être fait, je sais pas, peut-être 2000 km avec, j'ai obtenu en moyenne à peu près 20 kWh pour 100 km. Ce que j'avais en affichage. C'est plus qu'une berline, évidemment, mais ne pas oublier que j'ai fait beaucoup de routes à plus de 130 km/h. Donc là, ça draine beaucoup plus, encore une fois, parce que le véhicule n'est pas hyper aérodynamique. Donc c'est un petit peu, je pense, l'inconvénient qu'on peut avoir trouvé sur ce véhicule-là, c'est que si on fait beaucoup de routes, d'autoroutes, alors ici, ça va être 120 km/h, aux États-Unis, ça peut être 130 sur certains tronçons. Alors c'est sûr que là, ça draine pas mal de jus, mais en moyenne, j'ai quand même fait 20 kWh pour 100 km. Et si je regarde les spécifications pour l'Amérique du Nord, ils annoncent 25 kWh.
je pense, pour 100 km. Mais en Europe, ils annonçaient aussi 25 ou aux alentours de 25. Donc, je dirais qu'ils sont un peu pessimistes par rapport à ça. Oui, il faut aussi garder en tête qu'aux États-Unis, en Amérique du Nord, en fait, l'autonomie est donnée selon le cycle PA, alors qu'en France, en Europe, en général, on utilise un autre barème de comparaison, ce qui fait que généralement, on a une autonomie annoncée plus grande en Europe qu'ici, ce qui correspond à ça. Et je soupçonne en fait qu'effectivement, ils se basent sur le cycle européen pour afficher la distance restante. Oui, ça aurait de l'allure. L'autre élément hyper important à parler, c'est la recharge. J'imagine qu'avec le temps que tu as eu le véhicule, tu as eu la chance de le recharger, possiblement autant sur de la recharge niveau 2 que de la recharge rapide. Parle-nous donc de ton expérience de recharge avec ce véhicule-là, en gardant toujours en tête que tu étais en Europe, donc on n'a pas tout à fait les mêmes niveaux d'électricité pour le niveau 2 qu'ici. Là. C'est assez différent. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais effectivement, premièrement, là-bas, il faut amener son câble. Ouais. À part pour le niveau 3, donc tous les véhicules ont deux types de câbles. Donc, un câble pour le 220 volts normal sur une prise normale et un autre câble qui va se brancher sur des bornes qui vont jusqu'à 22 ou 22 kW, quelque chose comme ça. Je ne connais pas tous les détails de ça. Donc, j'ai eu d'expérience de me recharger sur des 22 kW et sur des bornes de rue à 22 kW et sur des bornes à courant continu. Donc, ils sont, j'imagine, 200-300 kW parce que j'ai eu une recharge que j'ai mesurée qui était à 180-179 kW avec un faible niveau de charge et j'ai maintenu 100 kW à peu près jusqu'à 50% de charge de la batterie. Je me suis pas rendu beaucoup plus loin. Donc quand tu étais bas, tu as atteint 180 ou à peu près. Ce qui est à peu près le maximum donné par le fabricant. Oui, puis à 50%. Tu as tenu en haut de 100, aller jusqu'à 50%. Exactement. Puis en haut de 50% de charge, là, ça s'est mis à 100. Au-delà de 50%, ça s'est mis à 100 à peu près et j'ai quitté parce que je n'avais pas besoin de plus. Donc, je ne peux pas vous dire jusqu'à 80% ce que ça a donné. Je ne me suis jamais rendu en niveau 3 à 80%. Mais ce que j'ai vu, c'est que c'est vraiment quand même très bon. Il n'y a pas besoin de rester longtemps pour recharger 50% de la batterie. Là, je vous dis, de passer de 20 à 50%, là, ça se fait en quelques minutes. Là, c'est vraiment rapide. J'ai utilisé le réseau Ionity qui fonctionne très, très bien. Puis Total aussi, Total Energy ont un réseau qui est assez robuste. Et non, vraiment, c'était assez intéressant. Mais le véhicule est capable d'en prendre beaucoup. Oui, c'est très intéressant parce que souvent, c'est les préoccupations qu'on a ici avec nos hivers qui sont un peu plus rigoureux. On a aussi souvent, dans des longs déplacements, on a se recharger peut-être un petit peu plus souvent. Puis, Mais c'est ça que je dirais sur ce véhicule-là. Pour résumer par rapport à la charge, je dirais qu'en autonomie, il n'est pas extraordinaire, mais par contre, il se récupère en vitesse de recharge. Donc, c'est un véhicule qui va permettre de faire quand même des longues distances et de ne pas attendre trop longtemps en borne. Ben écoute, Laurent, on a fait quand même un petit tour. Je ne sais pas s'il y a des éléments, toi, que tu voulais mentionner. Sinon, moi, je vais donner les spécifications des deux moutures des véhicules qu'on va avoir ici en Amérique du Nord. Tu peux donner les spécifications, oui. Donc le ID Buzz qui est prévu pour le Canada sera le ID Buzz First Edition, donc version Canadian First Edition, et le ID Buzz First Edition 4Motion. Donc, le First Edition de base va être un 7 sièges avec une batterie annoncée de 91 kWh avec 86 kWh net dans le cas de ce modèle-là de véhicule. C'est un moteur de 210 kW, 282 HP. Alors moi, j'ai essayé, pour faire une comparaison, j'ai essayé un 150 kW. Donc en Europe, c'est la version courte, était un 150 kW. Il est moins fort et il est déjà très performant. Donc le 210 kW, même s'il y a une différence de poids due à la longueur du véhicule, je pense que ça va donner un véhicule extrêmement performant. Ah, tout à fait. Et si on regarde le ID Buzz First Edition 4Motion, dont je parlais tantôt, 4Motion, c'est un 4 roues motrices, là. Donc, il est aussi 91 kWh, 86 kWh net, donc utilisable. C'est 250 kW, 335 HP de moteur électrique, mais là, évidemment... Alors, c'est un moteur qui est ajouté à l'avant, un petit moteur, un petit moteur, entre guillemets, petit moteur à induction à l'avant, parce que le modèle 2 roues motrices, c'est une propulsion arrière. Exact. Dans le cas du First Edition 4Motion, c'est un 6 sièges plutôt que 7 sièges, donc un siège de moins. Et alors, j'ai lu aussi qu'il va être équipé d'un toit en verre, aussi la version qu'on va avoir. Alors, est-ce que ce sera en option ou est-ce que c'est livré avec? Ça, je ne le sais pas. Moi, je n'avais pas de toit en verre.
Mais c'est un toit en verre sur un véhicule comme ça va être extraordinaire. Ça va être beau. Wow. Et aussi préciser, par rapport à l'assistance de conduite aussi, il possède un assistant de conduite qui est quand même très efficace, qui permet quand même de soulager la charge de la conduite, même si ce n'est pas un autopilote dans le sens où il faut toujours garder en vue que c'est juste un assistant, mais ça permet de faire quand même de la distance sans être obligé en permanence de tenir le volant, puis de calculer sa trajectoire, de maintenir la distance avec les autres véhicules. Donc, à ce niveau-là, c'est quand même très soulageant. Laurent, si tu es dû pour changer ton véhicule, est-ce que tu vas envisager d'acheter un ED-Buzz? Ou est-ce que c'est un véhicule qui est donc super plaisant à conduire la fois dans l'année où on est en vacances, ou c'est un véhicule qui pourrait être intéressant comme véhicule à l'année pour quelqu'un ici au Québec? Moi, je dirais que définitivement, ça peut être un véhicule à l'année pour quelqu'un au Québec, d'autant qu'avec un 4 roues motrices, si vous avez des enjeux par rapport à des côtes à monter ou des choses comme ça, c'est vraiment formidable. Comme je l'ai dit, c'est un véhicule qui est quand même très spacieux, qui permet de transporter plein d'affaires pour des gens qui ont besoin de faire de bricolage ou de transporter des enfants avec des gros sacs de hockey, par exemple. Alors ça peut être un véhicule qui est très polyvalent, et qui n'est pas, par rapport à ce qu'on a maintenant sur les routes, c'est pas particulièrement gros comme véhicule. C'est un véhicule qui est quand même un format très raisonnable. Donc oui, définitivement un véhicule polyvalent pour une famille ou quelqu'un qui veut avoir un usage un petit peu plus, je dirais, complexe qu'une berline. Bien, je crois qu'on a fait une excellente mise en bouche, Laurent. Les gens vont sûrement être très impatients d'aller voir. Les modèles là, commencent, donc les véhicules de flotte sortent au moment où on se parle, donc on va en voir de plus en plus. Les gens pourront aller les voir chez Volkswagen. J'ai hâte de voir ça sur nos routes et je te dis, les regards vont se tourner parce que c'est un véhicule qui dénote, qui vraiment est différent des autres. Oui, et ça va faire du bien. Laurent, je te remercie beaucoup. Puis les gens qui ont aimé t'entendre, tu as une chronique dans son rôle, la chronique Tesla, donc j'invite les gens à t'écouter. Merci, Martin. Merci. Ciao. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Rouler vert est une présentation de Bourgeois Chevrolet, là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont prises au sérieux. bourgeoischevrolet.com ou le 450-834-2585. Rouler vert avec Stéphane Levert. Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour ma chronique, un retour sur l'élément qu'on a désigné le plus marquant lors de la revue de l'année de l'an dernier en 2023, qui était, souvenez-vous, l'ouverture du réseau de Supercharger Tesla pour les autres manufacturiers. Donc, souvenez-vous, ce qui est arrivé tout au long de l'année 2023, les manufacturiers, les uns après les autres, ont tous annoncé l'abandon du standard CCS Combo pour utiliser maintenant, dorénavant, dans les modèles 2025 et plus, des connecteurs NACS, le connecteur popularisé, déployé initialement par Tesla pour ses voitures et évidemment pour le réseau Supercharger. Donc, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est de faire un peu un compte-rendu d'où est-ce qu'on en est presque un an plus tard après cette revue de l'année 2023
où est-ce qu'on en est, donc quels sont les manufacturiers qui ont maintenant accès, quels sont ceux qui sont toujours à venir, et un petit peu l'impact que ça a, qui est perceptible actuellement au Québec suite à ces déploiements-là. Donc, initialement, lors des annonces, il était annoncé que tous les accès aux voitures actuelles seraient disponibles via un adaptateur et tout ça, se serait déployé au fil de l'année 2024. En mai dernier, rappelez-vous, Tesla a fait des mises à pied relativement massives et l'équipe au complet qui s'occupait du déploiement et de l'ouverture des réseaux de superchargers aux autres manufacturiers a tout été mis à la porte. Donc, on s'est retrouvé avec aucun contact que les manufacturiers avaient existant. Donc, on s'est retrouvé un petit peu vers le néant. On ne savait pas trop où est-ce que ça s'en allait tout ça. Donc, ça a ralenti beaucoup la cadence ou le déploiement ou l'ouverture des autres manufacturiers au réseau. À ce moment-là, on ne savait plus trop où donner de la tête. Donc, ça l'a fait... il y a eu une certaine zone de flottement et on n'était plus certain là, d'où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Donc, depuis ce temps-là, il y a quand même eu 3 manufacturiers majeurs qui ont obtenu l'accès au réseau de supercharger en Amérique du Nord. Donc, Ford en mai, GM en septembre et Polestar tout dernièrement, le 29 octobre, ça a été annoncé. Donc, ils ont maintenant accès au réseau supercharger en Amérique du Nord. Il y a aussi eu Rivian et Lucid, respectivement en mai et en juillet, mais on s'entend qu'ici au Québec, il n'y a pas beaucoup de ces véhicules-là qui circulent, donc l'impact est moins perceptible à ce niveau-là. Donc, les voitures de manufacturiers qui sont encore à déployer d'ici soit la fin 2024 ou début 2025, donc Nissan, Hyundai qui va aussi entraîner Kia et Genesis en même temps. Ça, c'est d'ici la fin 2024 ou début 2025. Volkswagen qui vont aussi entraîner l'accès à Audi et Porsche. Ça aussi, c'est prévu actuellement pour 2025. Et dans une moindre mesure, BMW, Mercedes-Benz, c'est dans les mêmes eaux aussi. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire d'ici à ce que toute la totalité des voitures qui circulent au Québec, les voitures électriques, aient accès au réseau de supercharger. Donc, je l'ai dit plus tôt, pour pouvoir utiliser pour les voitures des manufacturiers que j'ai énumérées plus tôt, qui ont déjà l'accès au réseau de supercharger, je l'ai dit plus tôt, il doit avoir un adaptateur qui doit être utilisé pour pouvoir se recharger parce qu'évidemment, vos voitures actuelles n'ont pas le port NACS de recharge, donc on a besoin nécessairement d'un adaptateur. De ce côté-là, les manufacturiers, lors de l'annonce, avaient des plans différents selon le manufacturier. Donc, certains disaient ça va être donné aux propriétaires actuels de voitures gratuitement, d'autres le vendent. Donc, les deux majeurs qui sont déjà disponibles actuellement. Donc, on a Ford qui, eux, normalement, ce serait gratuit. Donc, les propriétaires de, disons, Ford Mach-E ou de Ford F-150 Lightning, vous devriez être capable d'obtenir l'adaptateur vous permettant de vous recharger sur le réseau de supercharger gratuitement auprès de vos concessionnaires. Au niveau de GM, donc Chevrolet, Cadillac, GMC, on aurait un adaptateur à se procurer au coût de 310 $. Donc, encore là, contactez votre concessionnaire local pour pouvoir vous informer de la disponibilité de l'adaptateur. Donc, petite note pour ceux qui doivent acheter l'adaptateur pour pouvoir avoir accès au réseau de supercharger et recharger votre voiture. Il y a aussi l'option d'acheter un adaptateur tiers, donc d'un manufacturier autre que celui que votre concessionnaire peut vous vendre. Ici, il y a vraiment beaucoup de choix. Donc, si vous faites des recherches, vous allez tomber sur des adaptateurs bon marché. Moi, je vous conseillerais d'y aller plutôt avec un adaptateur d'un fournisseur local qui a des certifications reconnues qui vous certifie que vous avez un adaptateur qui va être sécuritaire lors de votre recharge. Donc, qui est bien connu ici au Québec, A2Z EV Shop a sur sa boutique en ligne un adaptateur à 260 $, là, qui est relativement moins cher que celui, par exemple, que GM va pouvoir vous fournir. Autre élément important, c'est qu'il faut se rappeler que ce n'est pas tous les sites supercharger dans lesquels les recharges pour les autres manufacturiers de véhicules
est disponible. Pour en avoir la liste complète et le détail, vous pouvez accéder au site de Tesla. Donc, il y a un onglet dans lequel vous pouvez voir tous les sites de réseau de Supercharger disponibles dans la province et ailleurs, en Amérique du Nord d'ailleurs. Vous allez remarquer qu'il y a une option qui vous permet de désigner quels sont les sites qui supportent justement la recharge des autres manufacturiers. Donc, pour le Québec, pour faire ça simple, ce sont les sites qui sont de génération qu'on appelle version 3. Donc, tous ceux qui sont les plus récents, donc qui ont été déployés, je vous dirais, dans les 2-3 dernières années, ce sont ceux qui vont pouvoir accueillir les manufacturiers de voitures autres que Tesla. Donc, pour le moment, est-ce que depuis l'ouverture du réseau de Supercharger au Québec, est-ce que ça fait une grande différence? Moi, je dirais qu'actuellement, l'impact est quand même relativement minime, dans le sens que je pense que les gens avaient toujours l'habitude d'utiliser le réseau circuit électrique qui a toujours été le réseau le plus accessible, je dirais, à la masse, fiable, disponible dans toutes les régions du Québec. Donc, c'est certain que actuellement, pour le Québec du moins, c'est définitivement différent que l'impact que ça a ailleurs en Amérique du Nord, à l'extérieur du Québec, aux États-Unis ou dans le reste du Canada, parce que le réseau était déjà assez vaste et déployé et fiable. Donc, c'est certain qu'il reste encore beaucoup de manufacturiers de voitures à obtenir l'accès au réseau Supercharger et que c'est toujours une option qui est intéressante à avoir. Donc, si vous avez beaucoup de longs trajets à faire, vous allez dans des régions où est-ce que justement les sites qu'ils supportent sont disponibles et que vous avez un adaptateur, c'est certain que c'est toujours une option qui est intéressante à avoir si jamais, par exemple, les bornes que vous utilisez normalement pour une journée donnée sont utilisées. C'est toujours intéressant d'avoir cette option-là de pouvoir utiliser le réseau Supercharger. Donc, c'est ce qui met fin à ma chronique. Petit mot avant de vous laisser. Donc, en date d'aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre. Donc, cette semaine, les premières livraisons de Tesla Cybertruck ont commencé au Québec. J'ai bien hâte de voir à quel point il va en avoir sur les routes dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Hâte de voir comment que la réponse de la clientèle va se faire ici au Canada et plus spécifiquement au Québec. Donc, bien hâte de commencer à en croiser et voir à quel point il va commencer à faire partie du paysage, un petit peu comme ça a été aux États-Unis dans la dernière année. Donc, d'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route. Les parcs de véhicules devront s'électrifier. Et qui pense électrification d'un parc de véhicules pense à Fizz Électrique Énergie Intelligente. Voilà une entreprise qui prêche par l'exemple. Elle est elle-même une entreprise zéro émission avec sa flotte 100% électrique. On ne parle pas juste d'installateurs d'équipements ici. On parle d'une entreprise qui a été parmi les premières à s'électrifier. Elle a donc le véhicule expérience pour vous accompagner et ce de façon réaliste et adaptée. Avec presque 2000 installations de bornes électriques depuis 2012, Fizz possède à son actif plusieurs projets majeurs en déploiement de parcs d'autobus scolaires, de véhicules lourds, de véhicules légers, ainsi que plusieurs sites de concessionnaires. Vous serez accompagné de A à Z dans vos projets, de l'étude de besoins à la conception, l'installation et la vérification des stations. Les meilleurs produits répondant à vos besoins vous seront proposés. Détentrice d'une licence de maître électricien délivrée par le CEMEC, d'une licence RBQ d'entrepreneur général et d'une certification MERN accompagnateur en gestion de l'énergie et électrification d'un parc de véhicules, ne perdez plus de temps, c'est Fizz et son équipe qui s'occupent de vos travaux. Contactez le FIC2.ca ou par courriel info@fizz.ca. Voici les événements à venir dans le monde de l'électromobilité. Ce week-end, donc du 8 au 10 novembre 2024, au centre BMO sur la rue Beauparlant à Saint-Hyacinthe, c'est le Salon du véhicule électrique Desjardins de Saint-Hyacinthe. Donc, évidemment, des essais routiers, des kiosques d'information avec les concessionnaires de la région, des conférences. Je serai là les 3 jours pour offrir des conférences, donc manquez pas ça.
Ensuite, le 11 novembre à 19h, c'est un kiosque virtuel de l'AVEC. Inscrivez-vous sur le site web de l'AVEC dans la section événements et calendrier. Donc, les experts électromobilistes qui répondent à vos questions. Un autre kiosque virtuel identique qui aura lieu cette fois-là le 25 novembre de 19h à 20h. Toujours inscription sur le site web de l'AVEC. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Laurent Gigon, Sébastien Côté et Stéphane Levert. Un remerciement à tous nos chroniqueurs, c'est-à-dire Daniel Rochefort, Cédric Ingrand, Sébastien Côté, Philippe Corbeil, Laurent Gigon, Claude Gauthier, Stéphane Levert. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau, réalisation et production Les Studios Basses. Un grand merci à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro Solutions, Précision PPF Vitre Teintée, Fizz Électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Taiga Motors, le groupe Énergie Canada, Roulon Électrique ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'info générale sur les voitures électriques, visitez plutôt le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale numérique directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.